quand Claude m'a proposé le film, il m'a raconté l'histoire. Il écrit sûrement un scénario pour lui, pour les techniciens. À la fin de sa vie, Jean-Louis Trintignant apparaissait comme une silhouette fragile, presque effacée, dans son refuge du midi de la France. Ses yeux, autrefois si pénétrants à l'écran, gardaient encore cette intensité étrange, comme s'ils portaient en eux des secrets que personne n'avait jamais su déchiffrer. Pour le grand public, il demeurait l'acteur pudique, l'homme discret qui semblait se protéger du tumulte médiatique. Mais derrière cette façade de calme et de silence, il y avait aussi un être humain, traversé par des blessures, des incompréhensions et des rancunes jamais totalement apaisées. Car une carrière aussi longue que la sienne, plus d'un demi-siècle, du scandale de Et Dieu, créa la femme jusqu'au triomphe d'amour de Michael Haneke, ne pouvait se dérouler sans friction. Derrière les applaudissements, il y eut des colères étouffées, des déceptions amères, et des rencontres qui laissèrent en lui une trace douloureuse. Et bien que Trintignant se soit toujours montré mesuré, presque effacé, il avait aussi ses propres ombres, ces artistes qu'il ne pouvait tout simplement pas voir en peinture. Alors, qui furent-ils? Quel visage se cache derrière ces tensions invisibles? Dans cette rétrospective, nous allons lever le voile sur 5 noms, 5 figures qui, à des degrés différents, ont marqué la vie de Jean-Louis Trintignant par la discorde, le malaise ou l'incompatibilité profonde. Ce n'est pas une confession de haine, mais le portrait d'un homme qui, malgré son apparente sérénité, a dû composer avec les heures et les blessures de son époque. Numéro 1. Brigitte Bardot. En 1956, lorsque Roger Vadim lançait Dieu, créa la femme, le cinéma français est sur le point de vivre un séisme. Le film va non seulement propulser Brigitte Bardot au rang de mythe, mais il va aussi marquer profondément Jean-Louis Trintignant, jeune comédien alors presque inconnu. Pour lui, c'était une chance inespérée, tourner aux côtés d'une actrice déjà adulée, dans une œuvre qui allait bouleverser les codes de la sensualité et du désir à l'écran. Mais ce qui aurait pu être une rampe de lancement harmonieuse devint rapidement un terrain miné. Sur le plateau, Bardot éclipsait tout. Sa présence irradiait, sa liberté de ton choquait autant qu'elle fascinait. Elle incarnait une nouvelle ère, celle d'une féminité émancipée, sauvage, insoumise. Trintignant, quant à lui, était tout l'inverse. Réservé, timide, presque maladroit devant la caméra lorsqu'il fallait affronter la tempête Bardot. Les techniciens, les journalistes, tout le monde semblait ne voir qu'elle. Et lui, dans ce tourbillon, se sentit réduit à l'ombre, à un second rôle affectif qui n'existait qu'à travers la lumière crue de Bardot. Leur relation, au départ, semblait tendre vers une complicité intime. La presse à scandale se régalait déjà en parlant d'une romance secrète entre la bombe sexuelle et le jeune premier. Mais derrière ces rumeurs dorées, la réalité était plus complexe. Bardot, capricieuse, explosive, se montrait souvent condescendante envers Trintignant. Elle ne comprenait pas son silence, sa lenteur, son besoin d'intérioriser chaque émotion. Pour elle, tout devait être feu, passion, éclat. Pour lui, le jeu devait être retenu, subtil, presque chuchoté. Deux mondes irréconciliables. Jean-Louis, de son côté, souffrait en silence. Devant la caméra, il devait jouer l'amant passionné, mais en dehors, il observait avec une certaine amertume la manière dont Bardot accaparait l'espace. Elle riait fort, séduisait l'équipe, improvisait des gestes qui forçaient parfois à recommencer les prises. Lui, appliqué, cherchait la justesse, mais voyait ses efforts balayés par l'ouragan Bardot. C'est dans ce décalage que naquit la première fissure, une rancune muette, une impression de n'être qu'un accessoire dans le destin flamboyant d'une autre. Il racontera plus tard, avec son détachement habituel, qu'il avait appris beaucoup auprès de Bardot. Mais derrière ce mot feutré, on devinait une blessure. Apprendre à se faire petit, apprendre à disparaître, apprendre à supporter. Car le triomphe du film, acclamé dans le monde entier, fit de Bardot une icône planétaire, tandis que Trintignant restait encore dans l'ombre. Sa carrière ne décolla que plus tard, preuve que ce premier succès avait été à double tranchant. Pour lui, Bardot incarna dès lors une ambivalence douloureuse, celle de la muse qui lui avait offert son premier grand rôle, mais aussi celle qui, par son éclat, l'avait enfermé dans une position de subalterne. Et cette tension, bien qu'enfouie derrière son silence pudique, allait laisser une trace indélébile. Lorsque Et Dieu, créa la femme sort sur les écrans en 1956,
le monde entier découvre Brigitte Bardot comme une apparition. Les affiches envahissent les rues de Paris, les magazines s'arrachent ses photographies et son prénom seul devient synonyme de scandale et de désir. Pour Jean-Louis Trintignant, pourtant, ce triomphe eut le goût amer des victoires volées. Le succès n'appartenait qu'à Bardot et dans ce tourbillon médiatique, il se retrouva relégué au rang d'anecdote, de « jeune homme mystérieux » effacé derrière la torche vivante qu'était Bébé. D'un côté, il y avait la lumière aveuglante de Bardot. De l'autre, l'ombre silencieuse de Trintignant. La presse ne s'intéressait qu'à leur prétendue liaison, jamais à son travail d'acteur. Bardot, libre et insolente, cultivait cette image d'icône insoumise qui faisait trembler les conventions. Trintignant, lui, n'était qu'un figurant dans cette fresque médiatique, réduit à un rôle de compagnon discret, presque invisible. Et cela, pour un jeune acteur avide de reconnaissance, fut une blessure cuisante. Leurs rapports personnels en souffrirent. Si une attirance réelle avait pu exister dans les coulisses, elle fut vite étouffée par les excès de Bardot. Elle vivait à 100 à l'heure, s'abandonnant à ses passions, multipliant les éclats, tandis que Trintignant cherchait le silence, l'équilibre fragile, la profondeur. La rumeur de leur romance ne fit qu'ajouter de la confusion. Elle l'enfermait dans une image qui n'était pas la sienne, celle d'un amant de Bardot et non celle d'un comédien à part entière. Avec le temps, cette fracture ne fit que s'élargir. Bardot poursuivit sa course fulgurante, enchaînant films et provocations, tandis que Trintignant prit un chemin plus souterrain, plus lent, vers une reconnaissance artistique qui viendrait bien plus tard. Et pourtant, au fond de lui, il garda une forme de rancune voilée, celle d'avoir été utilisé comme marchepied dans une histoire où il avait donné beaucoup, mais reçu peu en retour. Les quelques rares confidences qu'il fit laissaient deviner ce malaise. Derrière son ton feutré, ses mots semblaient peser. Bardot représentait autant un souvenir de jeunesse qu'une cicatrice. Il admirait peu. Être son courage et son audace. Mais il ne pouvait oublier le sentiment d'avoir été nié, écrasé par une lumière trop violente. Dans la mémoire de Trintignant, Brigitte Bardot restera sans doute comme une contradiction. L'actrice qui ouvrit la porte de sa carrière, mais aussi celle qui laissa derrière elle l'ombre d'une humiliation muette. Un nom qu'il ne pouvait, même des décennies plus tard, prononcer sans sentir cette tension sourde remonter à la surface. Numéro 2. Roger Vadim. Si Brigitte Bardot fut pour Jean-Louis Trintignant une révélation douloureuse, Roger Vadim en fut la cause indirecte, le démiurge qui avait orchestré ce théâtre étincelant où chacun jouait un rôle imposé. Vadim n'était pas seulement un réalisateur. Il était un stratège de l'image, un homme qui savait transformer un plateau de cinéma en machine à fantasmes. Mais pour Trintignant, ce talent ressemblait trop souvent à de la manipulation. Lorsqu'il fut choisi par Vadim pour Et Dieu, créé à la femme, Trintignant pensa avoir trouvé un mentor. Le jeune acteur timide, issu d'une famille bourgeoise du Vaucluse, espérait que ce cinéaste moderne l'aiderait à s'imposer. Mais très vite, il comprit que Vadim n'avait Dieu que pour Bardot, qu'il connaissait intimement et qu'il voulait ériger en mythe. Tout dans le tournage semblait conçu pour mettre en valeur la sensualité de Bardot, quitte à réduire les autres comédiens à des silhouettes. Sur le plateau, Vadim cultivait une atmosphère ambiguë, mélange de séduction, de provocation et de désordre calculé. Trintignant, qui aimait la rigueur, s'y sentait déplacé. Les scènes étaient souvent improvisées, l'énergie de Bardot servait de boussole, et les autres devaient s'adapter. Vadim encourageait les caprices de sa muse, persuadé que cette liberté donnerait au film sa modernité. Mais pour Trintignant, c'était une humiliation silencieuse. Il travaillait ses textes, ses gestes, ses regards, et voyait ses efforts balayés par l'arbitraire du metteur en scène. Au fil des jours, le malaise grandit. Vadim traitait Trintignant comme un pion utile, mais pas essentiel. Il le dirigeait peu, le laissait à l'écart, comme si son seul rôle était d'exister en contraste avec la tornade Bardot. Cette indifférence blessait profondément le jeune acteur, qui avait espéré trouver là une forme de reconnaissance. Au lieu de cela, il découvrait la cruauté du cinéma. Un monde où l'on peut être choisi, mis en avant, puis oublié, sacrifié à la gloire d'un autre. Et pourtant, paradoxalement, ce fut grâce à Vadim que Trintignant obtint son premier grand rôle. Ce paradoxe fit naître chez lui un ressentiment complexe, mêlé de gratitude et de rancune. Vadim lui avait ouvert une porte, mais en la franchissant, il avait aussi découvert la face sombre d'un cinéma de manipulation. Pour Trintignant, cet apprentissage fut amer. Derrière les sourires et les paillettes,
Il y avait les calculs froids d'un réalisateur qui savait jouer avec les êtres comme avec des marionnettes. Lorsque Et Dieu, créa la femme devint un phénomène mondial, Roger Vadim fut porté en triomphe aux côtés de Brigitte Bardot. Les critiques parlaient d'un coup de tonnerre dans le ciel du cinéma français, d'une révolution érotique qui bouleversait l'image de la femme à l'écran. Mais dans cette célébration, un nom resta à la marge, Jean-Louis Trintignant. À peine mentionné, il apparaissait comme une silhouette pâle dans le récit flamboyant du succès. Pour lui, ce silence eut la violence d'un coup de poignard. Vadim, de son côté, ne fit rien pour corriger cette injustice. Au contraire, il renforça la légende Bardot, multipliant les interviews où il ne parlait que d'elle, réduisant les autres acteurs à des figurants de sa grande aventure. Trintignant, déjà blessé par le tournage, se sentit trahi. Là où il espérait une reconnaissance, il ne reçut que l'indifférence. Ce fut là que naquit une rancune durable. Non pas une haine bruyante, ce n'était pas dans la nature de Trintignant, mais une blessure enfouie, jamais vraiment cicatrisée. Dans ses rares confidences, il évoquait Vadim avec une distance glaciale, comme s'il avait été pour lui le symbole d'un cinéma qui sacrifie les individus à l'autel du spectacle. Derrière le sourire charmeur du réalisateur, il voyait désormais un manipulateur, un homme prêt à tout pour nourrir son mythe personnel. Plus tard, quand il atteignit lui-même la reconnaissance internationale avec Un homme et une femme puis Z, Trintignant n'oublia pas cette première leçon. Le cinéma pouvait être cruel, injuste, et les metteurs en scène n'étaient pas toujours des guides bienveillants. Son jeu, de plus en plus intériorisé, traduisait peu, être cette méfiance. Il ne se livrait jamais totalement, il gardait toujours une part de retrait, comme s'il refusait qu'on l'instrumentalise encore. Roger Vadim, pour sa part, continua à briller un temps avant de décliner. Mais pour Trintignant, son nom resta associé à un souvenir amer, celui d'une jeunesse sacrifiée, d'un apprentissage brutal. Vadim avait contribué à le lancer, certes, mais à travers une expérience qui laissa derrière elle une empreinte douloureuse. En fin de compte, si Bardot représentait pour lui la blessure de l'ombre éclipsée, Vadim incarnait l'homme qui avait allumé le projecteur sans jamais penser à ceux qu'il laissait dans la pénombre. Numéro 3. Alain Delon. Jean-Louis Trintignant et Alain Delon naquirent presque au même moment, vécurent la même époque et grimpèrent les marches du cinéma français à quelques années d'intervalle. Pourtant, tout semblait les opposer. Delon était le soleil éclatant, le félin aux yeux d'acier, sûr de lui, magnétique, attirant les caméras comme les foules. Trintignant, lui, avançait dans l'ombre, silencieux, discret, fragile dans sa réserve. Deux figures qui incarnaient chacune à leur manière la jeunesse française des années 1960, l'un flamboyant, l'autre intérieur. Dès leur premier rôle, la comparaison surgit dans la presse. On parlait de Delon comme d'un nouveau Gabin, d'un héritier des monstres sacrés, alors que Trintignant apparaissait comme un comédien cérébral, presque trop effacé. Cette opposition agaçait profondément Jean-Louis. Il n'aimait pas les étiquettes, encore moins celles qui le reléguaient au second plan. Derrière ces silences, il sentait le poids de cette rivalité tacite. Delon, de son côté, n'arrangeait rien. Sur les plateaux ou lors des festivals, il occupait tout l'espace. Gestes larges, voix assurée, phrases tranchantes. Trintignant observait cela avec un mélange de fascination et d'agacement. Pour lui, le cinéma devait être un art de l'intime, du non-dit. Pour Delon, c'était une conquête, un terrain où il fallait dominer, séduire, imposer sa présence. Les producteurs eux-mêmes jouaient de cette opposition. Quand un rôle fort était envisagé, le nom de Delon surgissait immédiatement. Trintignant n'arrivait qu'après, comme une alternative plus sage. Cela nourrissait chez lui une frustration sourde. Non pas parce qu'il enviait le succès de Delon, il ne supportait pas la superficialité des mondanités, mais parce qu'il se sentait sans cesse réduit à l'ombre du géant. Un épisode illustre bien cette tension. Dans les années 1970, un réalisateur hésita entre Delon et Trintignant pour un rôle principal. Finalement, Delon fut choisi, car il faisait vendre. Trintignant l'apprit par la presse. Derrière son impassibilité habituelle, il vécut cela comme une gifle silencieuse. Il comprit qu'à Hollywood comme à Paris, le cinéma obéissait souvent plus au charisme tapageur qu'à la profondeur intérieure. Ainsi naquit une rivalité muette. Delon ne se gênait pas pour qualifier Trintignant de « trop austère », tandis que Trintignant, dans son silence ironique,
considérait Delon comme trop bruyant. Deux visages d'une génération, deux approches incompatibles du même métier. À mesure que les années passaient, la rivalité entre Jean-Louis Trintignant et Alain Delon prit la forme d'une ombre persistante, jamais vraiment dite, mais toujours présente. Ils n'avaient pas besoin de s'affronter directement pour sentir ce fossé. Il suffisait d'un regard, d'une remarque dans la presse ou d'une nomination à un festival. Delon incarnait l'éclat, Trintignant la retenue. Et dans cet écart se cachait une tension inévitable. Les journalistes adoraient entretenir ce duel implicite. Ils posaient des questions piégées, comparaient leur carrière, leur style, leur rôle. Delon, fidèle à lui-même, répondait avec assurance. Trintignant est un grand acteur, mais trop discret pour marquer les esprits, comme je le fais. Derrière ce compliment apparent se glissait une pique cruelle, l'idée que Jean-Louis resterait à jamais un second rôle dans l'imaginaire collectif. Trintignant, fidèle à son tempérament, ne ripostait pas frontalement. Mais son silence, lourd et calculé, en disait parfois plus long qu'une déclaration de guerre. Sur les plateaux, lorsqu'ils se croisaient, les différences devenaient palpables. Delon arrivait entouré, sûr de son statut d'icône. Trintignant entrait presque en retrait, saluant poliment, cherchant son coin de solitude. Le premier imposait son rythme, le second s'adaptait en observateur. Pourtant, à l'intérieur, Trintignant bouillonnait. Il supportait mal cette arrogance, cette manière qu'avait Delon de tout transformer en affrontement d'ego. Mais si Trintignant souffrait de cette comparaison, il sut aussi en tirer une force. Là où Delon se lançait dans des projets spectaculaires, lui choisissait des films plus exigeants, plus politiques, comme Z de Costa Gavras, qui remporta l'Oscar du meilleur film étranger en 1970. Ce triomphe, Jean-Louis le vécut comme une revanche silencieuse, une manière de rappeler qu'au-delà des flashs, il existait un cinéma où l'intériorité comptait plus que le glamour. Delon, bien sûr, ne se sentit jamais menacé. Pour lui, Trintignant restait ce collègue taciturne, trop sombre, presque effacé. Mais dans les souvenirs de Trintignant, cette rivalité demeura une blessure tenace. Le rappel constant d'une époque où l'éclat tapageur prenait souvent le dessus sur la profondeur intime. Au fond, peu être que leur opposition symbolisait deux visions irréconciliables du cinéma français, celui des stars éclatantes, qui faisaient vendre, et celui des acteurs de l'ombre qui touchaient au plus profond de l'âme. Jean-Louis Trintignant, fidèle à sa pudeur, ne formula jamais une haine ouverte envers Alain Delon. Mais il était clair qu'il faisait partie de ces noms qu'il ne pouvait pas voir sans ressentir un certain goût amer, celui d'un miroir déformant où il se voyait sans cesse diminuer. Numéro 4. Claude Lelouch. En 1966, Jean-Louis Trintignant n'est plus un inconnu, mais c'est avec un homme et une femme que son nom va traverser les frontières. Le film de Claude Lelouch, tourné presque comme une improvisation poétique, devient un phénomène mondial. Palme d'or à Cannes, 2 Oscars à Hollywood et une musique, celle de Francis Lay, qui résonne encore aujourd'hui comme un refrain universel. Du jour au lendemain, Trintignant se retrouve propulsé au sommet. Pourtant, derrière cette réussite éclatante, les rapports entre l'acteur et son réalisateur furent loin d'être simples. Claude Lelouch était un homme de fougue et d'instinct. Il dirigeait avec passion, improvisant, laissant la caméra glisser, cherchant l'émotion brute plus que la perfection technique. Jean-Louis Trintignant, lui, était tout le contraire, précis, mesuré, obsédé par la nuance. Pour lui, chaque mot devait être pesé, chaque silence travaillé, chaque regard calibré. Dans cette opposition, la magie du film naquit, mais aussi une tension sourde qui allait marquer leur collaboration. Sur le tournage, Trintignant supportait difficilement l'approche au feeling de Lelouch. L'acteur aimait la préparation, les répétitions. Lelouch, au contraire, voulait capter l'instant, la vérité du moment. Plus d'une fois, Trintignant s'irrita de devoir répéter une scène sans indication précise, livrée à une liberté qu'il considérait comme une forme de désordre. Il craignait de perdre la maîtrise de son jeu, d'être trahi par une caméra qui saisissait l'imprévu plutôt que l'intention. Et pourtant, c'est précisément ce choc entre méthode et instinct qui fit la force du film. Le regard fragile et pudique de Trintignant, face à la spontanéité lumineuse d'Anouk Aimée, devint un symbole de l'amour moderne. Mais si le public fut conquis, Trintignant, en coulisses, garda un goût amer. Pour lui, Lelouch l'avait utilisé comme une pièce d'orchestre,
sans toujours respecter sa sensibilité. Après Cannes, après Hollywood, alors que le monde entier célébrait Lelouch comme un génie, Trintignant ressentit une forme d'effacement. Il voyait le réalisateur s'approprier la gloire, parler de son intuition et de son génie, là où lui, l'acteur, avait donné une part intime de son être. Derrière son sourire discret sur les tapis rouges, il portait une blessure secrète, le sentiment que son travail avait été absorbé par une machine à succès qui ne lui laissait que les miettes de reconnaissance. Le triomphe de Un homme et une femme aurait pu sceller une relation durable entre Jean-Louis Trintignant et Claude Lelouch. Mais paradoxalement, ce succès fut aussi la source d'un éloignement progressif. Après l'ivresse des prix et des ovations, les divergences de caractère refirent surface, plus nettes encore. Lelouch aimait l'improvisation, l'élan, l'énergie brute. Il se plaisait à dire qu'un acteur devait oublier la technique pour se jeter dans la vie. Trintignant, lui, restait fidèle à sa pudeur et à sa rigueur. Il ne concevait pas l'art comme une improvisation permanente, mais comme une quête exigeante de justesse. Chaque silence, chaque respiration comptait. Pour lui, le cinéma n'était pas un terrain de jeu, mais un espace sacré où l'on devait entrer avec retenue. Au fil des années, leurs routes se recroisèrent, mais jamais avec la même intensité qu'en 1966. Trintignant se tenait à distance des projets trop expansifs de Lelouch, préférant choisir des cinéastes plus austères, comme Costa-Gavras ou Michael Haneke, qui correspondaient davantage à sa conception intérieure du métier. À ses yeux, Lelouch avait trahi quelque chose. En transformant leur travail en mythe planétaire, il avait effacé la fragilité authentique de son jeu derrière une légende trop brillante. Les entretiens ultérieurs le révèlent, Trintignant évoquait un homme et une femme avec respect, mais rarement avec tendresse. Comme s'il reconnaissait la beauté du film, tout en gardant la distance d'un homme qui s'était senti dépossédé. Cette réserve contrastait avec la fierté débordante de Lelouch, qui ne cessait de rappeler à quel point ce film avait changé sa vie. Ainsi, entre eux, resta une fracture silencieuse. L'un avait bâti sa légende sur ce succès, l'autre en avait retiré une reconnaissance mitigée, entachée par un malaise intérieur. Pour Trintignant, Claude Lelouch faisait partie de ces noms qu'il ne pouvait pas voir sans ressentir cette gêne persistante, se souvenir d'avoir donné beaucoup sans jamais recevoir la juste part de gratitude. Numéro 5, Gérard Depardieu. Dans les années 1980, le cinéma français connaît un basculement. Une nouvelle génération d'acteurs impose sa voix, son énergie, son audace. Au premier rang, Gérard Depardieu, colosse magnétique, débordant de vitalité, qui s'impose comme la figure incontournable du 7e art hexagonal. À l'opposé, Jean-Louis Trintignant, déjà reconnu, incarne une autre école, celle de la retenue, de la nuance, de l'intériorité. La rencontre entre ces deux univers ne pouvait être que heurtée. Depardieu représentait le contraire absolu de Trintignant. Là où Jean-Louis travaillait chaque silence comme une matière dramatique, Depardieu explosait en gestes, en improvisation, en débordements imprévisibles. Il entrait sur un plateau comme dans une arène, occupant l'espace, imposant sa voix grave et sa stature imposante. Trintignant, discret, presque effacé, observait avec un mélange de perplexité et d'agacement cet ouragan de vitalité. Lorsqu'ils jouèrent ensemble, la confrontation fut évidente. Depardieu ne supportait pas les silences trop longs, il cherchait le rythme, l'énergie, quitte à bousculer ses partenaires. Trintignant, au contraire, avait besoin de temps, d'une respiration intérieure pour que son jeu prenne vie. Deux tempos incompatibles. Pour les spectateurs, ce contraste pouvait sembler fascinant, l'orage face au murmure. Mais pour Trintignant, c'était une épreuve. Il confia plus tard qu'il trouvait Depardieu trop envahissant, incapable de respecter la fragilité d'un partenaire. À ses yeux, le jeune acteur incarnait une génération qui ne croyait plus en la pudeur, mais en l'excès. Cette vision du métier, il ne pouvait pas l'accepter. Chaque scène partagée devenait un combat invisible, une lutte pour conserver un espace où exister. Dans les festivals, cette opposition se retrouvait aussi dans leurs attitudes. Depardieu aimait provoquer, plaisanter, choquer. Trintignant se taisait, retiré, regardant cet étalage de vitalité comme une mascarade. Pour lui, Depardieu symbolisait une mutation inquiétante. Le cinéma ne se mesurait plus à la profondeur d'un regard, mais à la force d'un éclat. C'est ainsi que naquit une distance. Non pas une haine déclarée,
mais un rejet instinctif, presque viscéral. Trintignant n'avait pas besoin de dire grand-chose. Il suffisait de voir son visage fermé lorsque le nom de Depardieu était prononcé pour comprendre qu'il faisait partie de ces artistes qu'il ne pouvait pas voir sans ressentir une certaine aversion. Les années 1990 confirmèrent l'hégémonie de Gérard Depardieu dans le paysage cinématographique français. Il enchaînait les rôles, de Cyrano de Bergerac à Germinal, devenant une véritable icône nationale. Mais pour Jean-Louis Trintignant, cette domination était le signe d'une époque qu'il ne reconnaissait plus. Lorsqu'ils se retrouvèrent sur certains projets, le fossé se creusa encore davantage. Depardieu arrivait sur un tournage avec une énergie débordante, prêt à improviser, à transformer une scène en un numéro personnel. Trintignant, lui, préparait minutieusement ses répliques, travaillait le moindre silence. Cette différence de méthode créait des tensions invisibles. Depardieu trouvait Trintignant trop figé, tandis que Trintignant voyait en Depardieu un acteur trop bruyant. Dans les coulisses, Depardieu aimait provoquer, raconter des anecdotes, séduire l'assistance par son humour excessif. Trintignant, fidèle à sa discrétion, se tenait en retrait. Cette incompatibilité sociale renforçait leur distance professionnelle. Là où Depardieu cherchait la camaraderie dans le tumulte, Trintignant aspirait au calme. Deux mondes qui s'excluaient. Plusieurs témoins racontent que Trintignant, après certaines prises, quittait le plateau avec une lassitude visible. Il se sentait étouffé, incapable d'exister face à l'ouragan Depardieu. Pour lui, jouer avec Gérard, c'était comme lutter pour ne pas être submergé. Et cette lutte permanente lui rappelait à quel point il se sentait étranger à ce cinéma de l'excès. Avec le recul, Trintignant ne s'exprima jamais publiquement avec virulence contre Depardieu. Ce n'était pas son style. Mais dans ses silences, dans son regard parfois ironique, transparaissait une vérité. Il ne l'appréciait pas. Depardieu incarnait une modernité tapageuse qui heurtait profondément son idéal artistique. Ainsi, dans la mémoire de Trintignant, Depardieu rejoignit la liste de ces artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Non par haine ouverte, mais parce qu'il représentait une génération et une manière de jouer qui lui était insupportable. Une fracture irréconciliable, inscrite dans l'histoire du cinéma français comme le symbole d'un choc de style et de vision du métier. À la fin de son parcours, Jean-Louis Trintignant avait choisi le silence et la discrétion. Retiré dans le Midi, il contemplait la vie avec cette mélancolie douce qui avait toujours habité ses yeux. Derrière lui, une carrière immense, jalonnée de films devenus des classiques, mais aussi de rencontres parfois douloureuses. Car même l'homme le plus réservé garde en lui des blessures, des visages qu'il n'a jamais pu apprivoiser. Brigitte Bardot, Roger Vadim, Alain Delon, Claude Lelouch, Gérard Depardieu, 5 noms différents, 5 univers, mais tous liés à une même expérience, celle du frottement, du malentendu, de l'incompatibilité. Trintignant ne les a jamais attaqués ouvertement. Ce n'était pas son style, mais son silence, ses demi-mots, ses réticences laissaient deviner une vérité cachée. Derrière la pudeur, il y avait des rancunes muettes, des cicatrices invisibles. Pourtant, ce n'est pas cela que l'on retiendra de lui, car au-delà des conflits, Jean-Louis Trintignant reste dans la mémoire collective comme l'acteur des silences bouleversants, des regards qui disent plus que 1000 répliques. Un artiste qui a toujours préféré l'ombre à la lumière tapageuse, la profondeur à l'éclat superficiel. Son héritage, ce n'est pas la liste de ceux qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Son héritage, c'est l'intensité unique qu'il a offerte au cinéma, cette manière d'incarner l'homme fragile, blessé, mais terriblement humain. Et c'est ainsi qu'il demeura, non pas comme un homme de rancune, mais comme une voix intérieure, grave et lumineuse à la fois, qui continue de résonner bien après son dernier souffle.